reprise des cours à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody après 2 mois de suspension à cause de la maladie à coronavirus. Comment les responsables de ce temple du savoir s'organisent-ils pour terminer l'année universitaire qui accusait déjà un retard? La réponse dans une poignée de minutes. Et puis en France, les centres de rétention pour migrants ressemblent de plus en plus à des prisons. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté pointe du doigt une absence de sensibilisation à la question des droits fondamentaux. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont repris les cours hier après 2 mois d'arrêt dû à la crise sanitaire. Comment l'université s'organise-t-elle pour terminer l'année? Bintou Pekele et Paga Sorokone se sont rendus à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour faire le constat de la reprise. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, il est 9 h. Le personnel de la scolarité générale est à son poste pour la reprise des cours après un arrêt de 2 mois dû à la crise sanitaire de la pandémie à coronavirus. De l'autre côté de la vitre, une bâche est dressée pour les étudiants venus s'inscrire. Certains sont dans le rang, d'autres attendent leur tour. Tout cela dans le respect des mesures barrières. À cause de la pandémie à coronavirus, nous n'avons pas eu le temps de faire notre inscription. En raison pour laquelle, dès que le ministre a suggéré qu'on fasse l'inscription que la rentrée, donc nous sommes venus aujourd'hui pour faire l'inscription. À l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières, des travaux dirigés sont en cours. Cet amphithéâtre de 600 places ne prendra que 105 étudiants, soit 3 groupes de 35. Les étudiants s'adaptent. Il faut se protéger du virus de la Covid-19. Ce n'est pas les mêmes dispositions comme avant parce que maintenant nous sommes espacés de 1 mètre. Et puis, bon, chacun doit porter un masque et ne pas être proche de son ami. C'est un peu difficile vu les masques que nous portons, mais vu que tout le monde doit s'habituer à porter ces masques, donc nous pensons que c'est favorable pour l'instant. Nous sommes toujours heureux de retrouver nos amis parce que ce n'est pas facile de rester en confinement comme ça, seul. La famille n'est pas là, ce n'est pas facile. Donc nous sommes vraiment heureux de retrouver nos amis, tout en respectant les mesures barrières. Voilà, il y a des personnes encore qui sont encore à l'intérieur, qui n'ont pas pu rentrer. Ce réaménagement dans les amphithéâtres justifié par la présidence de l'université. Les changements se sont opérés au niveau sanitaire, mais également au niveau pédagogique, notamment les mesures de distanciation sociale, physique, qui nous ont amené à marquer au niveau des amphis les places où les étudiants doivent s'installer pour respecter la distance d'1 mètre entre les uns et les autres. À l'entrée de l'université, on a disposé de grands fûts de 1000 litres pour permettre aux étudiants de se laver les mains avant de rentrer dans l'enceinte même de l'université. Mais à l'intérieur même de l'université, devant chaque amphithéâtre, on a installé également des fûts pour que les étudiants puissent laver leurs mains. Mais l'autre chose qui est vraiment fondamentale, c'est la question des cache-nez. Nous avons des mesures, j'allais dire, d'accompagnement. C'est-à-dire que les premiers jours, ce que l'État a mis à notre disposition, on va distribuer aux étudiants qui sont inscrits. Mais il faut bien qu'ils comprennent que ce sont des mesures d'accompagnement. Le deuxième élément que nous avons pris en compte, que le président Aboukar Boko nous a instruit de mettre en place, c'est la formation par le biais de nouvelles technologies. C'est-à-dire réaliser les cours en ligne qui vont éviter que le maximum d'étudiants se retrouvent sur l'espace universitaire. Selon le professeur Kouadio Afion, ce dispositif sera maintenu après la crise sanitaire. On a mis en place aussi un mécanisme pour que tous les étudiants, que ce soit des inscriptions ou des réinscriptions, puissent se faire en ligne. Ce n'est pas seulement pour la période de cette pandémie, c'est une approche que nous allons adopter de façon définitive, c'est-à-dire au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny, désormais, c'est l'approche hybride que nous allons emprunter, c'est-à-dire des cours qui vont se faire en ligne,
mais également des cours qui vont se faire en présentiel. La reprise des cours est effective à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les responsables de l'université invitent personnel et étudiants à respecter les gestes barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. Et pour aider les couches défavorisées frappées de plein fouet par les effets collatéraux de la crise sanitaire, les élans de solidarité se multiplient comme toujours. L'ONG Soleil et Réconciliation et Aide aux femmes démunies de Côte d'Ivoire a remis des kits alimentaires et sanitaires à 100 familles de Koumassi. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des conseillers municipaux. Le reportage de Clément Boukou. Des vivres, des kits de protection et d'hygiène de 100 familles à revenus modestes remis aux conseillers municipaux de la commune de Koumassi. Ces dons de l'ONG Soleil, Réconciliation et Aide aux femmes démunies de Côte d'Ivoire viennent ainsi soulager ces familles, exhortées au respect des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. Vraiment, cette dame-là fait beaucoup pour nous. Vraiment. Nous, on est là, en tout cas. Nos maris, là, ça ne travaille pas, rien, mais en tout cas, quand elle vient là, on n'a jamais eu faim dans notre maison. Nos enfants vont à l'école, en tout cas, tout est bon par rapport à ONG Soleil. Maman a dit vraiment merci beaucoup à Maman l'a dit. Nous avons trouvé quand même que dans les quartiers précaires, tels que le 05, le 32, il y en a plusieurs, je ne peux pas citer, il y a pas mal de personnes très vulnérables qui vivent vraiment dans la précarité. Voilà pourquoi nous avons choisi notre première tournée. Ce n'est pas pour la première fois que nous faisons les dons, mais par rapport au Covid-19, voilà notre première tournée qui commence par la commune de Koumassi. C'est la commune de Koumassi qui a été choisie pour faire le lancement par rapport à ces personnes vulnérables vivant dans les quartiers précaires. Cette action de l'ONG Soleil Réconciliation et Aide aux femmes démunies vient appuyer les efforts de la municipalité en faveur des couches vulnérables. Aujourd'hui, avec cette crise sanitaire qui a véritablement atteint les foyers, et il est important, n'est-ce pas, que les personnes de bonne volonté fassent ce genre d'action. Moi, ça me fait plaisir parce que ça rencontre, n'est-ce pas, mon adhésion, et c'est un sacerdoce que nous sommes donnés de faire, surtout dans la commune de Koumassi. L'ONG Soleil, Réconciliation et Aide aux femmes démunies, en plus de la lutte contre la Covid-19, est engagée dans la lutte contre la pauvreté selon les responsables de l'ONG. La présente action a été rendue possible grâce à la fondation Children of Africa. La population de Yopougon-Yangon Nord, elle, a été sensibilisée au respect des mesures barrières en vue de contrer la maladie à coronavirus, une initiative de l'ONG Mission internationale du Christ. Maï Sako. Yopougon-Yangon Nord à droite. Aux abords des différents commerces, des membres de l'ONG Mission internationale du Christ s'activent à distribuer des prospectus. Une action pour sensibiliser les populations aux mesures de protection contre le coronavirus. On a décidé d'accompagner le gouvernement parce que c'est la lutte de tout le monde. Nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous devons jouer notre part de la lutte. C'est en ce sens que nous avons initié cette action de sensibilisation auprès de la population d'Abidjan. Covid attaque tout le monde, que ce soit des vieux, des intellectuels, des illettrés, des analphabètes. Tout le monde est concerné, nous parlons à tout le monde. Les flyers, il y a des images, pour ceux qui ne les ont pas lus, il y a des images qui parlent. Des phrases telles que se laver régulièrement les mains, éviter de saluer en serrant les mains, garder la distance d'1 mètre minimum, porter un masque ou encore éviter de manger les repas de rue, désinfecter les aliments et surfaces exposées au public constituent entre autres le contenu des prospectus remis aux passants et propriétaires des commerces. La population déjà, on commence à négliger la chose. Il faut amener les gens à comprendre certaines choses. Voilà, voir les réalités sur la maladie. Voilà, il faut qu'ils sachent que la maladie existe vraiment. Bien vrai que je n'ai pas de cache-nez, mais moi je prends au sérieux. On fait le cache-nez, et puis on a l'eau pour laver la main, on a gel, tout ça là. Ce que Dieu on fait là, on fait. C'est pour envoyer la population à se protéger contre la maladie du corona. Ce papier-là, c'est pour nous aider à comment suivre les mesures et les règles d'hygiène. C'est très important parce qu'il faut toujours parler, même tous les jours, il faut que vous parlez dans les villages, dans les petits coins, pour parler aux gens vraiment respectés. Malgré on est ici, on travaille souvent, on leur dit de se placer, les gars se fâchent. Mais il faut toujours répéter à tout moment. La caravane dénommée Stop Coronavirus, tu ne passeras pas par moi, sillonne pour la 2e fois le district d'Abidjan.
Après Yopougon, elle visitera les 12 autres communes pour inviter les populations à l'application des mesures barrières en vue de briser la chaîne de contamination de la maladie à Covid-19. Une triste à présent, la dépouille de Enza Kofiz, de son vrai nom Ernest Kwadio Kofi, est arrivée à Abidjan aujourd'hui. Le concepteur du Zopiodens et du Zogoda est décédé le 8 mars dernier aux États-Unis après une longue maladie. Il avait 65 ans. Plusieurs membres du gouvernement étaient à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et plusieurs personnalités du showbiz ivoirien, Clémentine Papoué, Naya Campbell et bien d'autres ont aussi pris part à l'accueil de la dépouille. Des combats ont opposé mardi soir l'armée angolaise à la guérilla du Front de libération de l'enclave de Cabinda dans le nord-ouest du pays. Bilan au moins en 12 morts. Parmi les victimes figurent 4 soldats, 2 membres du FAC et 6 civils. Et selon les séparatistes, le gouvernement de Joao Lourenço a catégoriquement ignoré l'appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour un cessez-le-feu immédiat afin de mieux combattre la pandémie de Covid-19. Pour eux, le cessez-le-feu est terminé. Des attaques ont eu lieu contre les bases des FFA. Des combats interviennent quelques jours après la visite à Cabinda du ministre de la Défense, José Ernesto dos Santos. Né du partage colonial de l'Afrique, l'enclave de Cabinda est située entre les deux Congos tombés sous la souveraineté de l'Angola à son indépendance en 1975. Et depuis plus de 40 ans, le Front de libération de l'enclave de Cabinda y mène la guérilla contre le pouvoir central angolais qui a déployé des milliers de policiers et soldats sur les 7000 km² de ce territoire riche en pétrole. Sachez aussi que la Cour pénale de Paris a émis aujourd'hui un avis favorable pour la remise à la justice internationale de Félicien Kabunga, accusé d'être le financier du génocide au Rwanda, qui tente par tous les moyens d'être jugé en France après plus de 25 ans de cavale. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel était chargée d'examiner la validité du mandat d'arrêt émis par le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux MTPI, a ordonné sa remise à cette structure chargée d'achever les travaux du tribunal international pour le Rwanda. Kabunga, actuellement écroué en France, est resté impassible. Il a aussitôt annoncé saisir la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui aura 2 mois pour se prononcer. En cas de rejet, il aura encore un délai d'1 mois pour le remettre au MTPI. L'octogénaire, longtemps l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, invoque son état de santé et la crainte d'une justice partiale pour refuser son transfert à Arusha en Tanzanie, où siège le tribunal de l'ONU qui doit le juger pour génocide et crimes contre l'humanité. Et pour finir, en France, les centres de rétention de migrants ressemblent à des prisons. Des espaces sont cloisonnés, des circulations internes compliquées et des clôtures surmontées de barbelés, selon la contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans son rapport sur l'année 2019. Barbelés, menottes, les centres de rétention où sont enfermés les immigrés clandestins en attente de leur expulsion prennent de plus en plus un aspect carcéral en décalage avec leurs fonctions en France. C'est ce qu'a dénoncé la contrôleure des prisons dans son rapport annuel. En 2019, Adeline Hazan et ses équipes ont visité 4 des centres de rétention administrative et une zone d'attente aux frontières. Pour la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, non seulement il n'y a pas d'amélioration sur l'année écoulée, mais elle a constaté une absence de sensibilisation à la question des droits fondamentaux. L'organisation interne et la sécurisation périmétrique des centres donnent en effet l'impression d'un milieu carcéral avec des espaces cloisonnés, des circulations internes compliquées et des clôtures surmontées de barbelés. C'est ce qu'a écrit la CGLPL dans son rapport sur l'année 2019, précisant que la zone d'attente visitée n'échappe pas à ce glissement progressif vers un aspect carcéral. Le rapport poursuit en expliquant que le menottage est systématique pour tous les déplacements, le plus souvent dans le dos. La pratique des isolements disciplinaires sans être massive n'est pas rare, alors même que rien ne les prévoit. Toute restriction de liberté au sein du lieu devant être prévue par la loi et assortie d'une procédure garantissant les droits de la défense. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.